la pêche commence, là, quand le printemps arrive, puis tout le monde, on attend la pêche au mort, on attend ça. Comment vous vous sentez à chaque printemps maintenant? C'est assez intéressant, ça. Parce que des printemps, comme le printemps passé, là, moi, je vis aux côtés de l'eau. En arrière de moi, il y a 10 pieds de neige, puis ça, je vois plus la neige. Non, je suis après par-dessus l'eau, ça assez. Ben, la première qui s'en aperçoit, je crois, c'est ta femme. Ta femme, elle s'en aperçoit il y a 15 jours, 3 semaines avant la pêche. Hey, t'es sorti du lit plus de 1 heure. Mais c'est ta femme, maintenant, t'allais pas aller faire noir. T'es OK. T'es au bateau. Alors, la qualité d'un bon pêcheur, d'être matinal le matin, puis toujours d'être prêt. Beau temps, mauvais temps, faut que t'es prêt. Qu'est-ce qui est la principale qualité d'un pêcheur? Qu'est-ce que ça prend pour être un pêcheur? L'espérance. Tu décolles dans le golfe, puis tu mets 300 trappes, puis viens mauvais temps, et t'en restes une calice. Mais si tu n'as pêché 30, il t'en reste 270 à pêcher. Faut que tu les finis pour faire ta journée. C'est travail, garçon. Oui. Faut que tu vas jusqu'au bout. C'est ça. Pour faire un bon pêcheur, comme tu dis, il faut se lever le matin. Faut que tu sois un mécanique, faut que tu sois un charpentier, faut que tu sois un homme à tout faire. Moi, ce qui me rend plus heureux, c'est de voir mon fils aujourd'hui à la pêche. Que la plus belle chose qui est arrivée, c'est que mon fils a dépassé le maître. Bonjour et bienvenue au Grand Bâtisseur. Aujourd'hui à l'émission, l'unification solidaire. Depuis 1977, plus de 1300 pêcheurs côtiers et travailleurs dans l'industrie de la pêche se sont dotés d'une voix afin d'assurer leur survie et de protéger la ressource. Vous avez tous été pêcheurs, vous avez tous été présidents à l'UPM. J'aimerais qu'on fasse un peu un bilan de votre mandat. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que chacun a été évidemment dans des périodes différentes. Et puis j'aimerais commencer avec celui qui est là depuis avant même que l'UPM ait son bureau à Baie-Sainte-Anne en 77. Ça a commencé en 72 et Guy Cormier, je veux que vous me racontiez. Faites-nous comme un survol de tout ça. De vos années à la présidence et les débuts? Pour moi, c'est commencé avant. Mon père ne voulait pas que je sois pêcheur, premièrement. Ça commence bien? J'étais dans un autre métier, mais j'avais la pêche au cœur. Puis je voulais pêcher, ça fait que en 1971, je m'ai acquis à permis. Puis en 1972, on a rencontré Gilles Thériault, les jeunes Canadiens. Ils voyaient qu'il y avait une nécessité de se regrouper. Puis non seulement regrouper les pêcheurs du Nouveau-Brunswick, mais de la Nouvelle-Écosse, de l'Atlantique. Mais il y avait une nécessité, pourquoi? Vous aviez besoin d'une voix? On avait besoin d'une voix, on avait besoin de protéger notre survie, parce que c'était notre métier, c'était le métier de mon père. Votre père était pêcheur. Mon père était pêcheur, mon grand-père était pêcheur, mon arrière-grand-père était pêcheur. Pourquoi il ne voulait pas que vous soyez pêcheur? Parce qu'il ne voyait pas le futur. Il voyait la disparition des espèces. Déjà, ça commençait à être dur, le métier de la pêche. On trouvait que c'était une vie de misère. On disait qu'il y avait moyen d'améliorer la vie de pêcheur. Et puis, c'était l'époque aussi, dans les années 70, début des années 70, où on voulait changer le monde. Moi, j'ai eu la chance et l'opportunité de travailler avec des pêcheurs à travers du programme de la Compagnie des jeunes Canadiens qui avait été créée par Lester B. Pearson, où ce qu'on faisait de l'animation pour aider les gens à se prendre en main pour développer un peu leurs économies, mais développer aussi leur responsabilité communautaire. Alors c'est ça qui m'intéressait, puis c'est là-dedans que je suis parti avec des pêcheurs au début à Val-Comeau, avec des individus comme O'Neill Comeau, qui étaient aussi animateurs à sa façon. Et puis avec des gars comme Gilles Thériault dans le sud-est, on a décidé, après avoir travaillé à peu près 1 an avec les pêcheurs, essayer de les animer, puis essayer de les aider, parce qu'il faut penser qu'à l'époque, les gens savaient plus ou moins lire et écrire, de voir si on ne pourrait pas avoir une approche plus collective, plus qu'une communauté, c'est-à-dire regrouper les pêcheurs. Dans le sud-est, ils étaient déjà regroupés les pêcheurs, mais pas quand dans le nord-est, il y avait eu l'Association des pêcheurs professionnels, qui avait été formé dans les années, fin des années 60 avec le père Beaugé. Mais malheureusement, que les pêcheurs côtiers ne se sentaient pas à l'aise parce qu'il y avait trop de pêcheurs semi-ouvriers
qui faisait partie aussi des mouvements. Et puis finalement, il avait délaissé cette organisation-là. Tandis qu'en sud-est, c'était uniquement des pêcheurs côtiers. Et comme justement, l'Union des pêcheurs des Maritimes, ce sont ces pêcheurs-là que vous représentez. Oui, qui sont uniquement des pêcheurs côtiers. Alors, finalement, on a réussi à former des petites associations de pêcheurs dans toutes les communautés. Finalement, on a réussi à regrouper les pêcheurs. On a appelé ça le regroupement des pêcheurs côtiers du nord-est du Nouveau-Brunswick. On a travaillé avec les pêcheurs du sud-est du Nouveau-Brunswick. Et puis en 1977, on a créé l'Union des pêcheurs, on a fondé l'Union des pêcheurs des Maritimes. Parce qu'il faut dire que c'était la pauvreté. Il y a des pêcheurs qui, à la fin de la saison, ne faisaient pas de profit, là. Ils ne faisaient pas de profit, mais encore souvent, ils restaient endettés avec l'acheteur. Souvent, on voyait que l'acheteur avançait le pêcheur quand ça arrivait à l'hiver, mais le pêcheur n'avait même pas pu rembourser toutes ses avances. Alors, il y a des pêcheurs qui étaient continuellement endettés. Et puis, ça a pris plusieurs années avant qu'on a pu changer les conditions. Mais on a changé les conditions le jour où on a pu rehausser aussi la ressource. Okay? La ressource était très basse. Elle était presque anéantie pour le homard dans le nord-est. Tu avais des prises quotidiennes peut-être de 100 livres, c'était des grosses prises, alors qu'actuellement, les pêcheurs peuvent prendre jusqu'à 1 000 livres de homard. Okay? Mais tu avais aussi toutes les autres espèces que les pêcheurs côtiers avaient toujours travaillé parce que c'était une pêche polyvalente. Tu avais le hareng qui était en train de diminuer avec l'arrivée des grands seineurs. Tu avais tranquillement la morue, qu'on trouvait difficilement les acheteurs, mais que les pêcheurs constataient dès le début des années 80, dès le début de l'UPM, que la morue avait tendance à se déplacer, à laisser nos côtes, avec le phénomène qu'on connaît aujourd'hui, okay? Où est-ce qu'on a anéanti les stocks de morue. Mais les pêcheurs aussi avaient beaucoup de difficultés à vendre des espèces comme le maquereau ou le hareng. Alors, tout ça mis ensemble, les pêcheurs ont dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse une organisation qui va nous donner une voix. On a passé porte à porte pour voir qu'est-ce qu'ils voulaient. De Miscou, porte à porte comme des machines, demander au monde, « Hey, qu'est-ce que vous aimeriez? » On vous présente ça. Une association ou bien une union. Une union, tout de suite, c'était la grève que les gens se pensaient. Chaque fois que tu ouvrais la bouche pour parler, c'était la grève. Nous autres, on dit, on peut trouver des mécanismes pour contrer ça. Au début, si on recule dans les années, à partir des années 68, il y a eu une association de pêcheurs professionnels du Nord-Est qui comprenait les pêcheurs semi-hauturiers, crabiers, ce sont des semi-hauturiers, et les pêcheurs côtiers. Tous les deux ne vivaient pas, si tu veux, de la même richesse, ils ne partageaient pas la même richesse. Ça fait que finalement, les pêcheurs côtiers se sont retirés de ça, et puis c'est là qu'ils ont créé l'Union des pêcheurs maritimes. Les crabiers ont toujours voulu rester plus ou moins indépendants. Alors, ils ont formé une association de crabiers. C'est qu'il y avait tellement d'opposants. Pas seulement les pêcheurs, les opposants, il y avait tous les acheteurs, il y avait tous les bons pensants de la terre qui s'opposaient, qui disaient qu'un pêcheur ne pouvait pas être un syndicat de pêcheurs. Pourtant, en Colombie-Britannique, il y avait un syndicat de pêcheurs, ça fait des années, depuis les années 30. Il y avait la même chose qui avait été formé à Terre-Neuve. Mais les pêcheurs, ils croyaient plus ou moins parce que même le mouvement coopératif disait tu ne peux pas négocier avec toi-même. Alors le pêcheur n'est pas un journalier, il est plutôt un self-employed, il s'emploie lui-même, il a sa propre petite business. Alors les bien-pensants ou les hauts fonctionnaires ou les politiciens disaient vous êtes des gens d'affaires, vous n'êtes pas des pêcheurs, vous n'êtes pas des travailleurs ordinaires. Okay? À l'époque, nous on disait non, okay? Vous êtes peut-être des travailleurs indépendants, mais regardez comment vous faites de l'heure. Alors, lorsqu'on s'est mis à faire des études, il a démontré qu'est-ce qu'était le taux horaire du travail qu'ils mettaient dedans. Là, les pêcheurs ont réalisé, oui, c'est vrai, on se fait drôlement exploiter. C'était des conditions à l'époque, c'est sûr, on se fait drôlement exploiter. La plupart des eux devaient, après la pêche au mort, par exemple, soit s'en aller comme bûcherons, ou encore, à la fin de l'été, s'en aller cueillir des petits fruits en Ontario. Ou aller dans le tabac, ramasser du tabac. Hein? C'est une réalité. Okay? Les gens laissaient, parce que tu avais très peu d'assurance-emploi aussi à l'époque. Tu devais attendre jusqu'au mois de décembre avant de pouvoir toucher de l'assurance-emploi.
Monsieur Cormier, qu'est-ce qui vous rend le plus fier pendant que vous avez été président? La bataille sur le homard a été intensif. J'ai lu le livre The Secret Life of a Lobster, qui a été écrit par des Américains. Dans les pêches, on détruisait la femelle levrée, on prenait les petits homards. C'était quelque chose que c'était pas comprenable dans le temps qu'on puisse continuer de faire ces choses-là, puis de vouloir survivre de la pêche. Paul-Émile Mallet, vous avez été président de 90 à 1992. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de votre mandat comme président, M. Mallet? Mais la rente disparaissait. Quand on voyait des grands seineurs pêcher du hareng ou du fish meal, ça nous nuisait pas nous autres, hein? Ils pêchaient du hareng, du petit hareng. Parce que le seineur, c'est quoi? Il va... Le seineur, fond de la mer? il ramasse tout le school. Ils sont bons. Ça nuit à la ressource. Oui, puis la plupart du temps, c'était pas des seineurs du Nouveau-Brunswick, c'était des seineurs qui venaient de l'Ouest. Puis ensuite, on avait des gens. Il y avait un de Chipagam qui venait de seineur. Il y avait un de la Mecque qui avait son propre seineur. Il y avait de Caraquette, son propre seineur. Mais eux, ils avaient été accoutumés à pêcher avec ce monde-là. Il a fallu arrêter ce monde-là et diminuer. Et puis c'est la première fois ici qu'on a arrêté de débarquer, grosse bataille. Première fois que les gaz lacrymogènes étaient utilisés sur les Acadiens puis sur les gens de Nouveau-Brunswick. C'était à Caraquette en 1979, si je ne m'abuse. OK. Le gouvernement a décidé d'envoyer l'anti-émeute, L'escouade anti-émeute. l'escouade anti-émeute sur les pêcheurs. On a défendu. Il y avait Claude Saint-Jean de Tracadie, le chef de police de Tracadie, qui est venu à moi puis il m'a dit Arménégé était un qui a été ciblé pour être arrêté. Quand on a passé en cours pour les choses, le juge m'a dit on avait obstrué arrêter le travail des pêcheurs et des seineurs de travailler. Il fallait qu'on soit trouvé. Le juge a dit moi, Arménégé, je comprends votre situation, mais moi, la loi me dit que vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça fait que j'ai obligé de vous trouver coupable. Puis vous allez avoir un casier. Vous avez fait combien de temps en prison? 3 heures. Mais c'était 3 heures qui valaient la peine. Ben, c'est 3 heures parce que on avait toutes les femmes qui venaient nous supporter. On avait tout le monde. Et puis ça, c'était comme un tournant. Ça, c'était gros, C'était un ça. tournant, c'était le déclic. Et pour les fonctionnaires fédéraux, moi, provinciaux, et pour les pêcheurs. Pourquoi un déclic? Déclic, ils ont réalisé qu'il y avait maintenant une force qui existait, et puis qu'on ne pouvait plus ignorer. On ne pouvait plus ignorer les pêcheurs. On avait commencé à mettre en place des comités de gestion de la pêche. Les pêcheurs côtiers ne faisaient pas partie, par exemple, pour le hareng. Ça se tenait à Halifax, plus ou moins à huis clos, et puis on était mis devant les faits. Mais en 82, avec Romier Leblanc, qui était à l'époque ministre des Pêches, lui a ouvert ça beaucoup plus large. Lui a décidé que le gros des stocks de hareng du Golfe allait être donné aux pêcheurs côtiers. Alors ça, Ouf! on a eu 80% des stocks, alors que 20% a été dévolu aux seineurs, aux grands seineurs. C'était quand même vraiment une décision qui a changé le tout pour le tout. Depuis ce temps-là, les pêcheurs côtiers pêchent le hareng. Une autre bataille qu'on a gagnée aussi, c'est la taille minimale du homard. Guy avait commencé ça dans le temps. Dans le Nord, nous autres, on continuait. Puis, on a commencé avec un système d'échappement sur les trappes. Le ministère nous arrivait, puis il y avait 7 sortes de systèmes d'échappement pour que le petit homard sortait pour empêcher le braconnage. Que les pêcheurs ramassaient du petit pour vivre, les prises étaient minimes.
Ça a été une bataille aussi de convaincre les pêcheurs, regarde, c'est pour protéger la ressource. Parce que 7, c'est quand même beaucoup. Oui, il y avait 7 sortes d'échappements. Ça faisait-tu votre affaire d'avoir 7 Non, nous autres, sur la fin, on a eu un uniforme. Après une couple Il a fallu d'années. vous battre longtemps pour qu'il y ait une Ah, sorte? ça a pris une couple d'années, 4 à 5 ans. Ensuite, il y a venu la taille minimale. Les biologistes nous disaient que à 72 mm, les femelles avaient 50% de chance de œuvrer une fois On parle de quoi, là? du homard. Fait qu'on l'a monté à 70, 72. À 72, ça arrêtait. Maintenant, le homard se reproduit beaucoup plus facilement. On prend beaucoup plus de volume, pas seulement parce qu'il n'y a pas de morue. Peut-être la morue, les scientifiques ne veulent pas dire, mais peut-être que la morue mangeait des petits homards. Mais il reste tout de même le fait qu'on a augmenté la taille permise, on a mis des homards dans l'eau, on a mis des récifs dans l'eau, OK? On a fait de l'ensemencement des petits homards, on a mis des récifs. On a aussi laissé des homards à l'eau grossir. C'est la recette pour réussir, puis on a réussi, je pense. Si on parle d'une autre crise qui a vraiment été marquante, c'était en 1999, la cause Marshall. Le jugement Marshall. Le oui. jugement Marshall. La Cour suprême acquitte Donald Marshall, qui est un Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, afin qu'il puisse faire de la pêche commerciale. Ça a été accueilli par les pêcheurs côtiers. Ça a été dur à avaler pour eux autres parce qu'il n'y a pas eu de préparation. Là. Du jour au lendemain, les Autochtones pouvaient faire de la pêche commerciale. Ça n'a pas été facile parce que nous autres, dans le temps, eux autres avaient un droit. Ils ont eu un droit de la Cour suprême du Canada. Puis en même temps, pour nous autres, c'était du braconnage pour les pêcheurs. Parce que ça pêchait à l'année, puis avec aucune saison. Puis il va dire une chose, ça a pris du temps grâce à l'UPM. Si ça n'a pas été de l'UPM, on a rencontré Ottawa à plusieurs reprises, le ministère des Pêches et de l'Océan, puis pour les convaincre, puis rencontrer les communautés autochtones. Ils pouvaient, depuis 1972, les pêcheurs ont eu peur parce qu'ils pensaient que ça allait être un flux fort. Et puis les fonctionnaires n'ont pas aidé plus qu'il faut parce qu'ils avaient pris un certain temps, comme à la Cour suprême, pour préciser le jugement. Nous, à l'UPM, qu'est-ce qu'on a fait? On a réussi, je pense, à convaincre le ministère fédéral des Pêches d'acheter des pêcheurs qui étaient prêts à se retirer pour compenser pour l'effort qui allait être mis par les Autochtones. Et puis c'est ça que le fédéral a fait. Comme que notre fameux ministre des Pêches, on s'attend tout le temps qu'on a eu un ministre des Pêches, le fameux Roméo Leblanc. Aujourd'hui, j'avais ses paroles. Organisez-vous, parce que vous allez vous faire organiser puis péter, que vous n'aimerez pas, là, rien. Puis avec plusieurs réunions, plusieurs d'eux autres, je dirais la plupart, ont décidé de signer des ententes. Quand même qu'eux autres avaient le droit, ils ont signé des ententes, puis d'après moi, aujourd'hui, ça va très bien. C'est pas à 100%, mais ça va très bien. Ça, c'est un gros dossier que moi, j'ai travaillé dessus avec mon organisation. Mais ça devait être une pression immense. Je veux dire, le Canada vous regardait. Le Canada nous gardait, puis en plus, la plus grosse pression, c'était des pêcheurs de ma communauté, parce que ça se pratiquait dans mon coin. Disons, Baie-Sainte-Anne, on avait une réserve qui était de l'autre côté de la rivière. Tu avais la communauté de Négowak, tu avais Syntac, il y avait Val-Comeau. C'était pas facile. Pas moi, c'est laisser les jeunes apprendre. Laisser les jeunes apprendre. S'ils ont des questions à poser, ils vont la poser. S'il y a des avis qu'ils veulent avoir, ils vont demander pour les avis. Moi, ça, je te le laisse. Pêche, mon chum. Je vais être en arrière, puis je vais voir. Il y a peut-être quelque chose que tu ne fais pas bien, là, mais tu vas le corriger à un moment donné. Toi-même, parce que tu vas prendre moins ton mort ou quelque chose de même. Mais si tu vas avoir des avis, puis c'est souvent, moi, j'ai eu des gens qui m'ont appelé après que j'ai vendu. Pour savoir si je vous donnais mes numéros jusqu'à ce que je pêchais, j'avais du bon talent.
Ah oui, viens me voir, je vais te les donner, j'allais mettre ça dans le plotter, puis ça pêcherait. Mais moi, je veux aider les jeunes. Moi, j'ai décidé que j'avais fini, mais je peux quand même user. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé de votre vie à représenter des pêcheurs comme ça à travers l'UPM? Le défi à tous les jours. Toujours un défi. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Ça ne paraît pas, mais il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours un angle à couvrir qu'on n'avait pas vu. Il y a toujours une menace. À un moment donné, c'était les industriels qui voulaient s'approprier les permis de pêcheurs. Ça, c'est un recul de 3 ans passés, là. Ça, c'était un défi de pouvoir combattre ça, de pouvoir mettre ensemble tous les pêcheurs du Canada. OK? Juste l'idée de pouvoir mettre ensemble tous les pêcheurs du Canada puis revendiquer la même chose, c'est-à-dire que celui qui pêche, il faut qu'il soit pêcheur propriétaire et non des intérêts de Toronto. Je pense que c'est ça qui fait qu'on a continué. Quelle sorte de bilan que vous faites de l'UPM Ben, depuis le début? Je pense que l'UPM a donné la parole aux pêcheurs et a permis aux pêcheurs de pouvoir avoir un mot à dire sur la manière que la pêche est gérée. Mais aussi, ça les a permis d'être une force sociale dans les communautés. Il reste maintenant peut-être à prendre une place un peu plus au niveau politique. Je ne veux pas parler je parle surtout de politique communautaire et municipale. Je pense que c'est ça qui est souhaitable, c'est ça qui devrait être le prochain pas pour les pêcheurs, être impliqués un peu plus dans leur communauté, dans leur petite ville, être un peu plus présents. Vous n'êtes pas du tout, vous en faites pas du tout pour l'avenir de l'Union des pêcheurs des Maritimes. Ils sont en bonne main avec la nouvelle génération. Mais vous avez débroussaillé le terrain. Oui. Vous avez été là pour apporter de meilleures conditions de vie à nos pêcheurs côtiers et puis protéger la ressource. Réginald Comeau, merci beaucoup. Moi, je vous remercie.